Nous partons maintenant au Canada. Il y a quelques mois, les autorités ont publié une information qui interroge tout le pays. 1181 femmes d'origine indienne ont été assassinées ou ont disparu ces 30 dernières années. Plus de 3000 selon les familles. Ces femmes autochtones sont beaucoup plus vulnérables que les autres. Malgré plusieurs rapports d'associations très alarmants, les disparitions continuent. Nous sommes partis sur la trace de ces femmes amérindiennes dont les familles sont sans nouvelles. Un document d'Alexandra Degnaud et Christophe Quinque. Alexandra rejoindra Guylaine sur ce plateau. Le long de cette autoroute, certains chassent les mauvais esprits. De jeunes indiennes ont disparu. Alia Sarik, Ramona Wilson, Monica Jack et tellement d'autres. Il y a trop de fantômes dans le placard par ici, sur ce que j'appelle l'autoroute des larmes. Il y a trop de questions sans réponse. Et c'est pour ça que c'est vraiment dur de prendre cette route. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de mauvais esprits qui emportent nos femmes. Gladys nous emmène sur l'autoroute 16 en Colombie-Britannique. Un chemin vers la mort et l'oubli pour une quarantaine de jeunes indiennes. Elles ont disparu souvent alors qu'elles faisaient du stop. Comme Tamara. C'est ma nièce Tamara Shipman. Elle a disparu, on l'a vue en train de faire de l'autostop sur cette autoroute. Le 21 septembre 2005. Et c'est là qu'elle a été vue pour la dernière fois. Personne ne sait ce qui s'est passé? Personne ne sait. Ces disparitions n'ont pourtant rien de surnaturel. Des criminels agissent depuis 30 ans et parviennent à passer à travers les mailles du filet de la police. Aujourd'hui restent ces regards. Ils réclament des réponses. Avec insistance. Aux côtés de Gladys, nous sommes partis à la recherche de ces femmes disparues et de certaines rescapées. C'est un endroit idéal pour cacher un crime. Oh, une autostoppeuse. Toutes sont indiennes, pauvres, des proies faciles. Il y a eu ce type qui se comportait comme un fou. Vous avez eu de la chance? Oui. Elles habitent dans les réserves isolées du Nord ou dans les quartiers déshérités de la capitale provinciale de Vancouver. C'est ici que j'ai fait ma première passe, à l'âge de 11 ans. Elles survivent dans une misère qui contraste avec l'économie florissante du Canada. Nous filons sur cette bande de bitume, longue de 800 km, qui traverse des dizaines de milliers d'hectares de forêts. Des forêts parsemées de réserves indiennes. Aujourd'hui, Gladys a rendez-vous avec les Indiens de la réserve de Tachi, en pleine forêt. Il y a une chance que nous nous trouvions face à des ours. Méfiez-vous d'eux. Au point de rencontre, surgit le visage d'Immaculate Basil, une jeune mère de famille, aperçue près d'ici pour la dernière fois il y a 1 an. Depuis, tout le monde la recherche. Les habitants de la réserve espèrent encore retrouver son corps, ou ce qu'il en reste. On vérifie au pied des arbres pour voir s'il n'y a pas quelque chose de mou ou d'inhabituel. C'est ici qu'elle a été vue en dernier par les travailleurs forestiers. Un exercice que Gladys connaît bien. Le corps de sa nièce Tamara n'a jamais été retrouvé malgré des centaines de battues. Ce qu'on faisait en fait, c'était un quadrillage le long de l'autoroute. On faisait la même chose que vous. On avait des volontaires tous les 2 mètres. Parfois, j'imagine que je vais trouver Makila, juste devant moi. Pourtant, l'espoir de retrouver Immaculate est infime. Il y a tellement de végétation pour dissimuler le corps. Pas la peine de l'enterrer, ces prédateurs espèrent que les animaux finiront le travail. C'est pour ça qu'on vérifie les excréments des animaux. Maki avait de longs cheveux.
magnifique. Qu'est-il arrivé ce jour-là? La jeune Immaculate devait se rendre à une fête. Elle est montée à bord d'une voiture avec des amis, puis la panne en pleine forêt. Ils ont accroché ce câble au tronc et l'autre bout au véhicule pour faire traction. Ensuite, des travailleurs forestiers sont passés par là. L'été dernier, la police a fouillé le secteur pendant 10 jours. Depuis, pas de nouvelles des enquêteurs. La réaction de la police, ça a été de nous dire, écoutez, on a eu trop de fausses pistes sur cette affaire, on a cherché, on n'a rien trouvé de sérieux. Donc ce que vous faites la prochaine fois, que vous trouvez des choses, vous les marquez, vous les rassemblez et vous nous les apportez. Donc en fait, c'est vous qui menez les investigations. Oui, en quelque sorte. La police locale a-t-elle renoncé à trouver les meurtriers d'Immaculate? Les policiers ne parlent pas aux journalistes. Nous leur avons donc posé la question en caméra cachée. Vous n'enquêtez plus là-bas? Eh bien, l'enquête suit son cours, mais nous, on ne s'en occupe plus ici. On n'a pas laissé tomber. Il y a eu un déploiement de force, les recherches ont été poussées, on a envoyé des avions, des équipes de recherche et de sauvetage. C'est maintenant qu'ils se sentent un peu seuls. Bon, s'ils ont des infos, ils n'ont qu'à venir nous voir. Jour après jour, l'espoir de retrouver Immaculate disparaît. Son nom s'ajoute sur la longue liste des disparitions non élucidées. En 2005, la police a décidé de créer une cellule d'enquête spéciale. La police du Canada enquête sur la disparition ou le meurtre d'un bon nombre de femmes en Colombie-Britannique. La police a tourné elle-même cette vidéo pour expliquer au grand public comment elle étudie et recoupe les cas de 18 disparitions. Chaque boîte contient des centaines de dossiers sur des suspects, des témoins et toutes sortes de rapports, des relevés de banque. Il a fallu 35 ans depuis la première victime pour qu'une telle cellule soit mise en place. Nous avons pu rencontrer celui qui dirige cette enquête. Le sergent Wayne Clary fait le bilan de ces 10 dernières années d'investigation. Nous poursuivons nos recherches pour ces 18 femmes. Mais je dois dire que dans la plupart des cas, on a déjà fait tout ce qui était en notre pouvoir à partir des informations dont nous disposons. Donc pour vous, c'est pratiquement impossible de trouver des réponses. C'est un sentiment génial de s'asseoir avec les familles et de pouvoir leur dire « Oui, 25 ans plus tard, nous avons trouvé le meurtrier ». Malheureusement, ce n'est pas arrivé très souvent dans ce dossier. Pour le cas de Tamara Shipman, le mystère reste entier. Les témoins clés sont morts. Ils ont emporté leur secret dans la tombe. Gladys, sa tante, ressent de l'amertume. Ici au Canada, dès qu'il s'agit d'affaires d'agression sexuelle ou ce genre, la loi favorise toujours les criminels et non les victimes. Gladys croit-elle encore en la justice de son pays? Elle aussi faisait du stop plus jeune. Elle va nous livrer sa terrible expérience. C'est là que ça s'est passé. C'était un hiver de 1973. Un policier m'a fait monter dans sa voiture. Il m'a amené dans un sentier forestier, là, plus haut, pour me violer. Et il m'a ramené dans le centre-ville de Prince George car il considérait qu'il était trop tard pour que je fasse de l'autostop, après avoir disposé de moi. Aucune charge n'a pesé contre lui? Non, je n'ai pas porté plainte parce que c'était un officier de police, j'avais peur. Et puis, c'est comme aller voir ton bourreau et lui demander de l'aide. Le long de cette autoroute des larmes se dressent désormais des panneaux d'avertissement à la sortie des bourgades. Il est écrit « Les filles, ne faites pas d'autostop, il y a des tueurs en liberté ». Rien n'y fait. Les jeunes femmes sont toujours là. Une autostoppeuse. Bonjour, merci. Tu dois rentrer chez toi. Tu habites où? Morristown.
Pourquoi tu fais de l'autostop? Parfois, c'est juste que je m'ennuie. J'ai envie de voir mes amis en ville. Ou pour le travail, comme on n'a pas de transport. Vous avez déjà eu de mauvaises expériences? Oui, il y a une histoire avec ce type qui me parlait en me disant des trucs pas possibles. Il t'a fait des avances sexuelles? Ce type-là, oui. Et alors? Je n'arrêtais pas de lui dire que je voulais juste rentrer chez moi. Vous avez essayé de vous échapper de la voiture? Non, j'étais trop nerveuse. Vous avez eu une sacrée chance. Oui, le pire, c'est que j'avais trop bu en plus. Ça m'inquiète pour toi parce que tu vois, il y a des sentiers forestiers partout. C'est vraiment facile de cacher un crime pour les tueurs. Ils peuvent emprunter n'importe lequel de ces chemins, faire leurs basses œuvres et abandonner là leurs victimes. Comment parcourir les distances gigantesques qui séparent les villes canadiennes pour ces peuples de nomades aujourd'hui sédentarisés? Amélie vit dans une réserve, comme un tiers des Amérindiens, loin de la ville, sans argent, sans métier, sans territoire. Nous l'accompagnons chez elle. Nous allons rencontrer son oncle Jerry. Mon frère et moi, on habite ici parce que nous ne trouvons rien en ville. Donc ça nous fait un endroit où vivre. Ensuite, mon neveu et sa fille vivent dans une petite chambre à l'intérieur. C'est grand, mais ça sert de débarras. Il faut qu'on les sorte de là. Au total, 8 adultes et 1 enfant se serrent sous le même toit. D'après moi, les gens n'ont pas le gaz ici. On utilise un poêle à bois. On en a un dans la cuisine. C'est tout ce qu'on a pour se chauffer l'hiver. Et moi, je dors là, sur le canapé. Jerry gagne quelques dollars en coupant du bois. Peut-être la compte d'une vie meilleure. J'ai grandi dans l'alcool. Après, je suis passé à la drogue. Des drogues dures. Mais vous voyez, cela fait presque 5 ans que je ne touche plus à tout ça. Ça a été un long et difficile chemin pour moi. Mais je vais vous dire une chose, on va retomber sur nos pattes. Je veux trouver mon équilibre avant de quitter ce monde et que ma famille trouve une stabilité. En attendant, il faut économiser sur tout, sur l'essence. C'est bien ce qui ennuie le père d'Amélie. Je lui ai dit de ne pas faire du stop. Je lui ai dit, si tu veux que je te dépose quelque part, appelle-moi. Je passerai te prendre. Elle n'a pas le choix. Parfois je travaille et c'est compliqué, donc elle n'a pas d'autre choix. Pour se rendre à Smithers, la ville la plus proche, à 30 km de la réserve, le bus ne passe que 2 fois par semaine. 8 $ l'aller-retour. Hors de prix pour les jeunes femmes de la réserve. Un prix d'amis, selon le chauffeur. On a déjà du mal à rentabiliser une journée. À ce prix, le bus fait juste assez d'argent pour payer l'essence. En tant que chauffeur, ça vous fait quoi de voir ces jeunes filles faire du stop? On n'aime pas voir ça. Et même les filles n'aiment pas se déplacer comme ça. Parce que c'est dangereux de faire du stop. Et c'est surtout illégal de faire ça. On leur a posé la question, elles n'ont pas vraiment le choix. Oui, elles n'ont pas le choix si elles veulent aller en ville. Donc il faut qu'elles restent à la maison. Rester à la maison. Une voie sans issue pour les chômeurs. Ce bus, Amélie le prendrait volontiers pour trouver un emploi et aussi pour voir son fiancé. Il est en prison. J'avais trop bu et je me suis battue avec lui. Et il m'a frappée. À cause de ça, il a eu des problèmes avec la police. Il vous a frappé violemment? Oui, j'ai eu une plaie ouverte sur le côté du crâne.
Il a fallu des points de suture. Vous êtes avec cet homme depuis longtemps? Ça fait 7 ans, oui. Il vous a battu pendant 7 ans? Oui, assez souvent. Donc, c'est bien qu'il soit en prison pour vous, ou pas? Je sais pas. Cette violence ordinaire est-elle devenue acceptable aux yeux d'Amélie? Cette violence, les Indiens l'ont-ils reçue en héritage? Ces images, tournées dans les années 50 et 60 au Canada, montrent des enfants indiens envoyés de force dans les pensionnats. Là-bas, ils étaient convertis au christianisme et coupés de leur famille, leur culture. Ces pensionnats ont été le théâtre de violences et d'abus sexuels répétés. L'alcool, souvent la violence aussi parfois, sont devenus un refuge pour bon nombre d'entre eux par la suite. Les grands-parents de Gladys ont connu ces pensionnats. Un héritage lourd à porter d'une génération à l'autre. Une fois par an, Gladys retourne dans sa réserve natale pour voir sa mère. Une mère qu'elle a toujours connue alcoolique. Comment ça va? Gladys a eu une enfance volée, une enfance violée. De famille d'accueil en famille d'accueil, une demi-douzaine d'hommes ont abusé d'elle impunément. Ça sent bon le plat de nouilles fait maison ici. Les deux femmes n'ont pas grand-chose à échanger. Il faut savoir que nous sortons de l'ère des pensionnats indiens. Ce qu'ils ont fait, c'est éliminer notre culture, nos traditions, notre artisanat, notre éducation. Quand vous éradiquez tout ce qui définit un peuple, alors il ne lui reste plus rien à apprendre ni à transmettre. Alors quelles sont les portes de secours pour ces femmes? Il n'y a pas d'opportunité ici. La seule façon de trouver un travail, c'est de bouger, de sortir de la réserve. Nous sommes partis à la recherche de ces femmes, en quête d'un meilleur destin. Vancouver, la capitale de la Colombie-Britannique. Une ville riche, où le salaire moyen avoisine les 3 000 € par mois. Il y fait bon vivre. Sauf au bout de cette rue. Le vieux quartier de Downtown Eastside, face cachée de la ville, où nous allons croiser l'ombre d'hommes et de femmes qui ne s'oublient pas. Les trottoirs sont peuplés de prostituées et de toxicomanes. Les uns se bradent parfois pour 5 €, les autres se piquent les veines en pleine rue. Un ghetto de la misère humaine à ciel ouvert. Les Indiens ont leurs habitudes ici. Ils sont presque en famille. Cette petite, c'est un concentré d'amour en barre. Oh, t'es trop sympa. Les trottoirs du quartier appartiennent à Angèle depuis 27 ans. Comme 60% des prostituées de ce secteur, elle est amérindienne. Ici, chaque coin de rue, chaque immeuble, porte la mémoire de ce qu'elle a vécu, ou plutôt de ce qu'elle a enduré. Ici, c'est là où j'ai fait ma première passe. J'avais 11 ans. C'est ici aussi que ma mère a été tuée. Mais bon, c'est mon repère. Pourquoi à 11 ans? Ma mère était droguée, sévèrement. Elle avait 12 ans quand elle m'a eu. Elle m'a initiée à la prostitution. Ensuite, elle m'a mis sur le trottoir pour payer ses doses. Le métier d'Angèle est dangereux. Une mauvaise rencontre et tout est fini. Chaque semaine, elle négocie un sursis à la lecture d'un simple bout de papier. Je vais chercher la liste des mauvais clients. Une liste constamment mise à jour par les associations qui recoupent les témoignages de prostituées agressées et pointent les clients à éviter.
Là, on a un homme de 40 à 50 ans, 1m90, pesant entre 110 et 120 kg, portant une veste noire. Avertissement, nous avons 3 signalements de prostituées ayant été violemment agressées par cet individu. Vous voyez, ça arrive tous les jours. En fait, toutes les heures, il y a des trucs horribles. Alors, comment vous faites pour vous protéger? Une fois que vous êtes dans un véhicule, vous êtes à la merci du chauffeur. S'il y a un verrouillage automatique, vous êtes coincé dans la voiture. S'il y a un couteau, vous pouvez vous prendre des coups. Donc, on y va à l'instinct. Il faut seulement espérer qu'on peut s'y fier. La société dit à ces gens que nous sommes à leur disposition, que ce n'est pas grave. Parce que nous ne sommes que des drogués et des prostituées. Angèle se méfie. La nuit tombée Downtown Eastside est un terrain de chasse pour les prédateurs. Elle a perdu de vue plusieurs amies prostituées. L'une d'entre elles était connue des médias au Canada. Elle s'appelait Sarah De Vries. Filmée ici par hasard, titubant sur le pavé de Hastings Street. Cette jeune métisse au sang indien et africain avait accepté de répondre à des journalistes en 1993. Puis, en 1998, plus rien. Plus de nouvelles ni de Sarah, ni de dizaines d'autres prostituées qui ont disparu les unes après les autres au fil des ans. Pas de coupable jusqu'en 2002. La police a un doute sur un détenu arrêté près de Vancouver. Ils décident de le piéger. Ils enregistrent les conversations qu'il a avec son codétenu. Le meilleur truc pour se débarrasser de quelque chose, c'est de le jeter dans l'océan. Le suspect est l'homme ici à l'écran. Il ne sait pas que son codétenu est en fait un enquêteur. Moi, j'ai fait mieux que ça. Qui? Moi? Ah ouais. Une usine d'équarrissage. J'étais sur le point de me faire une autre victime pour arriver à 50. Mais j'ai été trop négligent. J'en voulais une autre pour faire un beau 50 tout rond. Tu sais, la police, ils ont 48 filles sur une liste. En fait, il leur en manque la moitié. Cette liste, ce sont les fameuses disparues du quartier de prostituées de Downtown Eastside. Et cet homme à l'écran, c'est Robert Picton. Pendant 25 ans, cet éleveur de cochons a pu emmener des prostituées chez lui, dans sa ferme, avant de les démembrer et de faire disparaître leur corps. Durant toute cette période, la police canadienne a refusé de prendre au sérieux les informations qui lui parvenaient. Il était trop tard lorsqu'elle a entrepris de fouiller la ferme du suspect. Quand ils ont enfin décidé de faire des recherches dans la propriété, ils ont dû creuser assez profondément à la recherche de fragments d'os ou n'importe quoi qui permette d'identifier les femmes qui sont mortes ici. Pour la première fois, Maggie De Vries retourne dans la ferme de Robert Picton. C'est ici que Sarah, sa sœur, est morte. La police a retrouvé son ADN et celui de 35 autres femmes, y compris dans les excréments de cochons. Des femmes vulnérables, comme Sarah. En repoussant des femmes comme ma sœur vers la marge et en imaginant que la violence fait naturellement partie de leur vie, nous encourageons des personnes comme Robert Picton à commettre ces actes de violence. Même si le citoyen moyen ne dira jamais que ce qu'il a fait est bien, nous soutenons quand même ce genre de violence avec nos attitudes. C'est ainsi que Maggie a perdu Sarah. Cette sœur dont le calvaire a commencé dès l'enfance. Adoptée à l'âge de 11 mois, la petite fille au teint plus foncé semblait promise à une vie heureuse. Et puis il y a eu le racisme.
Je ne pouvais pas croire à quel point ça a été dur et violent. Je luttais avec ça, jusqu'à ce que Sarah soit frappée à la tête avec une pierre. Et nous faisions partie du problème, parce que Sarah n'avait personne parmi nous qui pouvait réellement se mettre à sa place. Personne qui pouvait instantanément et profondément comprendre ce que c'est que de subir le racisme à l'école. Elle rentrait à la maison dans une famille 100% blanche. Je sais qu'en allant à Downton East Side, elle a trouvé des gens qui la comprenaient parce qu'ils ont vécu la même chose. Sarah aimait écrire. Les mots étaient pour elle une ultime échappatoire. Ils pensent que parce qu'ils paient pour ça, ils peuvent vous traiter comme un objet sexuel. Ils pensent que parce qu'ils paient pour ça, vous n'allez rien dire à personne. Vous faites ça pour l'argent. Vous ne ressentez rien. Mais c'est faux. Je ne parle pas seulement en mon nom. Je parle au nom de toutes les autres. C'est faux. Depuis, rien n'a changé. Les filles continuent de disparaître. À Downton East Side, il suffit de franchir la porte des associations d'entraide destinées aux prostituées. Les murs sont tapissés de photos de filles qui manquent à l'appel. Nous retrouvons Angèle, la prostituée rencontrée à Downton East Side. Elle a renoncé à travailler sur le trottoir. Elle préfère recevoir ses clients ici, au milieu des photos de famille. C'était ma grand-mère. Elle est morte il y a 4 ans. Elle était géniale, toujours en train de rire. Il y a 2 ans, elle s'est résolue à se retrancher dans cette chambre pour travailler, après avoir frôlé la mort. Le pire client, enfin si on peut appeler ça un client, c'était un homme qui m'a frappé à coups de bouteille. Il m'a blessé au visage, il m'attaquait avec des tessons de bouteille et je l'ai poignardé. Il fallait bien que je me protège. Il se ruait sur moi, donc je l'ai fait et il en est mort. C'était le pire de tous. Finalement, ils m'ont déclaré non coupable. C'était de la légitime défense. Je me suis écroulée par terre en pleurant. J'avais attendu 4 ans sans savoir. Je pensais que j'étais foutue parce que je suis une prostituée et ça se sait. Par chance, les faits étaient de mon côté et je disais la vérité, donc ça m'a aidée. Angèle se croyait condamnée d'avance. Elle n'en veut pas à sa mère, qui l'a prostituée à l'âge de 11 ans. Ça, c'était ma mère. Elle est plus jeune que moi sur cette photo. Est-ce que parfois, vous vous dites qu'elle a une grande responsabilité dans ce qui vous est arrivé dans la vie? Oui, à cause de la manière dont j'ai été dévoyée. Mais j'aurais fini ici de toute manière. On a terriblement abusé de moi étant petite, vous savez. Tous ceux qui sont violés finissent ici de toute façon. Mais je sais que ma mère était pétrie de remords. Elle me l'a dit avant de mourir. Et c'était une bonne maman pour moi et pour mes frères et sœurs. Jour après jour, la violence engloutit le destin de ces femmes. Près de 3000 femmes ont disparu au Canada, selon les avocats des Amérindiens. Ils ne nettoient pas. Il faut que je contacte la mairie, ça devrait être entretenu. Sur la tombe de Ramona Wilson, l'une des victimes de l'autoroute des larmes, les familles attendent toujours des réponses. Et Gladys aussi. Je veux que tu saches que je ne l'oublierai jamais. Je parlerai d'elle jusqu'à ce que justice soit faite.
Merci Gladys. Je prie aussi pour toi car on n'a toujours pas trouvé Tamara. Quant à moi, après 20 ans, on ne sait toujours pas qui a tué ma fille Ramona. Elle ne le saura peut-être jamais, malgré les larmes, malgré les cris, et malgré ces regards qui questionnent, jour après jour. C'est tout un peuple qui semble disparaître. Alexandra, vous avez réalisé ce carnet de route avec Christophe Kenck. Première question, pourquoi cet écart entre les chiffres donnés par la gendarmerie, qui annonce 1186 victimes, et celui des associations qui, elles, disent qu'il y a eu près de 3000 victimes en 30 ans? Pourquoi un tel écart? En réalité, ils n'ont pas les mêmes critères de comptage. Par exemple, le chiffre de 3000, c'est l'association des femmes autochtones du Canada qui l'annonce. Ils n'ont pas les mêmes chiffres que la police. Par exemple, lorsqu'il y a une disparition, la police va dire oui, mais cette disparition, on ne va pas la compter parce que la personne qui a disparu pourrait réapparaître. Voilà, donc ça fait tout de suite des différences de statistiques entre ces deux entités. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même eu une prise de conscience de la part de la gendarmerie sur la réalité de ce phénomène, puisque les chiffres qu'ils annonçaient il y a encore quelques mois, c'est-à-dire à peu près 500 victimes, donc ce chiffre a doublé. Maintenant, officiellement, il y a 1200 victimes. Donc le fossé se réduit petit à petit, et les faits divers qui se succèdent aident à cette prise de conscience. Très récemment, d'ailleurs, encore très récemment, une jeune fille de 15 ans a été retrouvée dans un sac dans une rivière d'une province du Canada. Donc c'était juste cet été. Donc vous voyez que cette bataille de chiffres finalement amène plutôt à la question de savoir à partir de combien de victimes est-ce qu'il faut s'alarmer. Alors justement, comment se fait-il que nous ayons très peu entendu parler de ces disparitions ici, mais même au Canada? C'est un sujet qui est encore tabou. Oui, et une députée s'est exprimée très récemment, une députée canadienne, en disant qu'il était déplorable que ce phénomène soit si peu connu, à la fois au Canada et en dehors des frontières canadiennes. Ce qui est sûr, c'est que la communauté indienne ne représente plus que 4% de la population. Ils sont donc très minoritaires et ce qui leur arrive ne fait pas la une des journaux. Les Canadiens, beaucoup de Canadiens, considèrent que cette communauté indienne est une communauté à problème et que ce problème des disparitions en est un parmi d'autres. Et puis beaucoup de Canadiens aussi sont mal à l'aise avec l'héritage, les conséquences de la colonisation. C'est une tâche dans l'histoire du pays, ces pensionnats, cette politique qui a été menée d'assimilation forcée qui a fragilisé ce peuple et qui explique notamment en partie comment ces femmes sont devenues vulnérables et des proies faciles. L'État canadien a mis beaucoup de temps à présenter des excuses, mais ces faits restent pas cachés, mais on n'en parle pas beaucoup parce qu'à chaque fois ça renvoie au prix que le Canada va devoir payer pour rétablir ce peuple dans son identité et dans sa culture. Merci Alexandra pour ce complément d'information. C'est la fin de cette émission. Merci d'être resté à notre compagnie et merci de nous être fidèles semaine après semaine. Faites-nous partager vos réflexions, vos commentaires sur notre site france2.fr. Vous pouvez aussi voir ou revoir nos reportages. À très vite.